Non, bonjour à tous. Ouais, comme j'ai déjà été présenté, mais je m'appelle Nicolas, je suis chez Google depuis 8 ans. Et donc, ça fait 1 an et demi que je travaille avec l'équipe Firebase. Firebase, c'est une startup qu'on a achetée il y a 1 an et demi, qui est assez connue notamment surtout pour leur base de données en temps réel. Et donc, c'est une plateforme pour développeurs et qu'on a étendue, quoi. À Google I/O cette année, on a lancé pas mal d'autres services. Euh, Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur comment utiliser Firebase et Google Cloud Functions pour un peu construire des applications d'architecture qu'on appelle serverless. Serverless, c'est un concept assez récent. D'ailleurs, moi, c'est la première fois que je présente un peu Firebase et Google Cloud Functions autour de ce thème, donc soyez un peu indulgents. Et voilà, et donc je vais aussi Google Cloud Functions qui ne fait pas partie vraiment de la suite Firebase, mais qui est quand même un complément assez efficace quoi, dans une appli Firebase. Et juste pour voir un petit peu dans la salle, qui a déjà utilisé Firebase pour faire même des petites apps, démos? Ok, et qui a vraiment utilisé Firebase, c'est-à-dire pour une appli un peu qui tourne en prod? Encore quelques-uns? Ok. C'est pour voir un peu votre niveau. Et qui a déjà utilisé la suite Google Cloud? Donc Compute Engine, ce genre de choses. Ou enfin, ça peut être... il y en aurait pas mal d'autres produits dans la suite. Ok, pas mal. Donc je vais commencer pour un petit peu essayer d'expliquer ce que c'est le concept d'application Firebase. Comme je l'ai dit, comme c'est un concept assez récent. Je crois qu'il y a déjà eu quelques présentations hier ou aujourd'hui, ce matin, autour de ce concept, un peu pour essayer d'expliquer, mais c'est bien de le rappeler. Donc voici un peu la pyramide des as. Vous me pouvez le dire en anglais, mais par exemple, on a tout en bas donc ce qui offre le plus de possibilités, mais le moins de simplicité. Donc ça, c'est tout un peu ce qu'on peut trouver dans le cloud aujourd'hui, quoi, des services de cloud computing. Et donc si on se réfère à ce qui est offert par Google en infrastructure as a service, c'est Compute Engine. Donc là, on loue un peu des instances, des machines, et on fait ce qu'on veut avec, plus ou moins. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle Platform as a Service, ce qui est App Engine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé App Engine dans la salle pour voir? Moi, j'aime beaucoup App Engine. Je suis toujours un gros fan. Donc là, ouais, on déploie juste son serveur web et on ne s'occupe pas par contre de l'instance, quoi. Donc on est un peu plus limité, c'est plus simple, mais il faut quand même s'occuper de son serveur web. Et c'est là qu'arrive un peu Firebase. C'est ce qu'on appelle un BaaS, quoi, un Backend as a Service. Et donc ça va offrir une suite d'outils pour développeurs, donc un peu des blocs, c'est-à-dire, comme je viens de vous expliquer juste avant, par exemple, la base de données en temps réel. Qui est une base de données qu'on peut accéder là par contre directement depuis le client. Et il n'y a plus vraiment besoin de construire de middleware un peu pour gérer les droits d'accès, ce genre de choses, c'est un peu construit autour de ce principe. Je vais aller un peu plus en détail juste après. Et je ne présente pas vraiment Software as a Service, mais bon, pour Google, c'est ce qu'on est notre G Suite qui s'appelait Google Apps avant, donc toute notre suite bureautique, même ce qui inclut Gmail, Google Calendar, etc. Et on peut aussi rajouter la Google Cloud Function, qui est un petit peu dans une catégorie un petit peu différente, pas vraiment comme Firebase, un backend as a service. C'est ce qu'on appelle un Functions as a Service. Là aussi, c'est un concept, ça devient un peu à la mode ces temps-ci. C'est vraiment uploader juste une fonction qui va avoir juste une utilité. Donc on crée plutôt des microservices. On va voir aussi, je vais vous présenter ça en deuxième partie de présentation. Là, c'est des microservices événementiels, donc on peut aussi les régler pour qu'ils puissent agir sur certains événements de la suite Google Cloud. On va voir ça juste après. Et donc voilà, le concept, ce qu'on appelle un peu l'architecture serverless, ça inclut, selon moi, parce que c'est pas toujours très bien défini, mais ça inclut vraiment ces deux types de technologies, donc backend as a service et function as a service. Et ça permet vraiment de s'affranchir de gérer ses propres serveurs web, etc. Donc, hop, est-ce que ça marche? Et juste pour être parfaitement clair, il y a quand même des serveurs qui derrière qui font tourner tout ça quand on dit serverless, sans serveur, pour
enfin, comme concept d'architecture web, il y a quand même, enfin, d'architecture d'application, bien évidemment, il y a quand même des serveurs. Ce qu'on veut dire en fait par serverless, c'est vraiment, on s'affranchit d'avoir à gérer des serveurs web, c'est-à-dire, il y a les deux évidemment, serveurs physiques et serveurs web. Bien sûr, il y a des serveurs physiques, il y a même des serveurs web, mais vraiment, vous êtes à un niveau d'abstraction supplémentaire et il n'y a plus du tout besoin de s'occuper de ça. Alors, dans une application traditionnelle 3 tiers, on va dire, votre application va communiquer à votre serveur, qui va être parfois un peu, donc il a de la business logic là-dedans, mais souvent un peu va aussi servir de middleware, c'est-à-dire va gérer les droits d'accès à vos bases de données, et donc vérifier que les données que vous écrivez soient au bon format, ce genre de choses, c'est un peu ce qu'on appelle le middleware. Quand vous créez une application Firebase, notre vision, c'est un peu que vous allez plus du tout vous occuper du middleware, donc backend as a service, et directement votre client va communiquer directement avec les services Firebase depuis le client. Et on va voir juste après comment un peu on gère ce qui est droit d'accès, ce qui est validation des données, ce genre de choses. Donc l'application envoie directement ses requêtes à Firebase, donc on a au travers de nos SDK, et voilà, par exemple, derrière Firebase offre une base de données en temps réel, par exemple, ou un stockage de fichiers. Et voici, selon moi, ce qu'on appelle les primitives Firebase, c'est-à-dire nos services majeurs. Il y a toute une suite de services, mais c'est ceux dont je vais parler aujourd'hui, qui sont plutôt orientés, enfin, qui sont disponibles pour n'importe quel type d'application. Donc autant pour les services web, enfin pour les applications web, que pour les applications mobiles, etc. Donc on a ce pourquoi Firebase est le plus connu, c'est-à-dire la base de données en temps réel. Donc, qui a déjà juste utilisé la base de données en temps réel de tout le monde qui était là? OK, ouais. On a un service d'authentification qui s'appelait Google Identity Toolkit avant et qui a un peu été rebrandé et intégré à la suite Firebase depuis Google I/O. On a un service de stockage, donc Firebase Storage. On a aussi un service d'hébergement, par exemple. Qui a déjà utilisé Firebase Storage? Juste pour voir si vous êtes plutôt des anciens Firebase ou des nouveaux. Ok, donc personne. Donc vous êtes plutôt pas mal d'anciens Firebase qui utilisaient donc surtout notre produit qui est le plus connu, j'imagine, la base de données en temps réel. Voilà, on a un système d'hébergement donc bon classique. Hein, on peut uploader des fichiers statiques et on va les stocker pour vous. Et ce qu'on a un système de notification qui est assez sympa. J'ai une démo pas mal à la fin pour vous. Donc juste avant, j'ai parlé de Firebase Database. Donc ceux qui connaissent, qui ont déjà utilisé, ça ne va pas vous apporter vraiment de choses nouvelles, mais c'est assez intéressant de voir comment la base de données en temps réel Firebase marche. Donc c'est une base de données un peu objet, c'est-à-dire c'est pas une base de données SQL, c'est vraiment un système dans lequel on va stocker des objets, donc des objets par exemple JavaScript, si vous utilisez notre SDK web. Donc par exemple, si je devais créer un système de commentaires, enfin j'ai une petite démo pas mal où j'ai construit un réseau social de partage de photos, donc oui, un clone d'Instagram. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai utilisé Firebase pour construire ce réseau social entièrement fireless. Et là, ce serait un petit peu comment on architecturerait nos données pour un système de commentaires. Vous savez, les petits commentaires qu'on rajoute en dessous des photos, ou les commentaires que vous ajoutez dans Facebook. On aurait voilà, un arbre comments, après l'ID de la photo, et chaque commentaire qui est rajouté, l'ID du commentaire, et bien sûr le nom de la personne qui a écrit et le message. Bon, bien évidemment, il y a d'autres. Souvent, on veut garder le timestamp pour savoir à quelle date a été donné le message, etc. Mais voici un petit peu voilà, l'architecture classique. Alors, juste un peu de code pour vous montrer un peu comment, voilà, comment on peut écrire ces données d'abord. Donc, c'est assez simple. Bien évidemment, il faut importer la librairie SDK, enfin la librairie Firebase, pardon. Et ensuite, là, on appelle simplement le service de base de données. Il faut donner un peu le chemin, enfin l'arbre dans lequel on veut écrire. Donc là, c'est tout ce qui est comments, l'ID de notre photo, et on va rajouter un commentaire, donc avec une commande push, avec voilà, simplement un objet JavaScript. Là ici, j'ai rajouté le timestamp pour savoir à quelle date a été posté le message. Donc c'est très simple, vous faites ça dans votre client et ça marche. C'est tout. Ensuite, ça c'est pour
pour lire, pour écouter un peu les messages. Donc c'est là qu'un peu l'application, la base de données en temps réel, c'est un peu pour ça que les gens l'aimaient bien, l'aimaient beaucoup, c'est que ça vous permettait aussi d'écouter, de recevoir en temps réel les updates dans vos objets, dans votre base de données. Donc là, ce serait comment écouter, recevoir tous les nouveaux commentaires qui sont rajoutés à votre base, à cette photo-là. Donc pareil, la même référence, comment, c'est l'ID de la photo, et il suffit de faire un petit on, child added, donc à chaque fois qu'un nouvel objet va être ajouté à cet arbre, hop, la fonction ici, le callback est appelé, et après vous avez la valeur, donc ce qui a été rajouté, donc le commentaire en lui-même, et bon après c'est à vous de le rajouter à votre interface. Il y a aussi d'autres méthodes qui, eux, ne sont pas... Ça, c'était pour faire du temps réel, donc le point on. On a aussi le point once, ça c'est pour lire la valeur qu'une seule fois. Donc vous lisez la valeur juste une fois, c'est tout, il n'y a pas de listener qui reste derrière à écouter les nouveaux commentaires qui arrivent. C'est pour lire tous les commentaires d'un coup, si vous voulez faire ça. C'est aussi assez simple. Donc il y a ce qu'on appelle dans Firebase les Firebase Rules, donc les règles. Et c'est là un petit peu, c'est ce qui permet vraiment à Firebase de devenir un peu serverless. C'est un peu là où est la magie. C'est vraiment qu'on va gérer un peu les validations des champs de données ou les droits d'accès. Tout ça va être géré donc, dans ce fichier de règles. Et c'est ça qui remplace un peu votre middleware. Donc d'habitude, ce que vous faites dans un serveur, c'est-à-dire vous regardez quel est l'utilisateur, est-ce qu'il a le droit d'écrire sur ce champ, etc. Donc notre fichier de règles Firebase, c'est un fichier JSON comme ça. Nous, par exemple, ici, on choisit que tous les commentaires puissent être lus par tout le monde. Donc très simplement, la manière de le faire dans Firebase, c'est de mettre un point read-through. Après, dans votre ID, dans votre photo, chaque commentaire, par exemple, on va dire qu'on peut seulement... cette règle, ça va faire qu'on peut seulement rajouter des photos, mais pas les éditer. Donc, il faut que les données d'avant n'existent pas. Donc, la deuxième fois, si on essaie d'overwriter, de changer un commentaire, là, on va être rejeté par la règle de write. Et on a aussi des validations de champs de données. Par exemple, on veut que la valeur, le timestamp, soit égal à now, donc au timestamp courant. Et que, par exemple, on va limiter le message à 200 caractères. Voilà comment on gère un peu la validation de données, les droits d'accès dans Firebase Real-Time Database, donc la base de données en temps réel de Firebase. Une petite démo, juste pour vous montrer, sur une application en ce moment qui tourne. J'espère qu'Internet marche bien. Mais voilà, donc alors je vais ouvrir 2 fois mon application pour vous montrer un peu l'update en temps réel. J'espère que ça va être possible. OK. Alors je dois être en plein écran. Comment faire? Windows. Ah, pas mal. Je savais pas. Ça doit être une nouvelle fonctionnalité de partage d'écran de macOS, mais ça va être pas mal pour nous. Alors, par exemple, je vais commenter sur cette photo. J'ai déjà commenté. Donc, si je rajoute un commentaire, je dis super cool photo. C'est des Anglais, hein, mes collègues. Alors, il faut écrire en anglais pour eux. Et voilà. De l'autre côté, on voit directement le nombre de likes monter, etc. Donc ça utilise vraiment les mêmes appels que je vous ai montrés avec les petits bouts de code juste avant. Donc on écrit avec un point set ou un point update et j'écoute les données avec un point on. Et voilà, en temps réel, on reçoit ça. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir l'application, si vous avez votre ordinateur avec vous ou votre téléphone, et suivre les démos sur votre téléphone, vous ouvrez l'appli friendlypix.com. Et voilà, vous pourrez participer. À la fin de la présentation, j'ai quelques démos où il faut que vous participiez, donc ce serait cool s'il y en a quelques-uns qui ouvrent l'appli sur leur téléphone. Alors, on continue. Donc c'est pix.com. Alors, Firebase Auth, c'est notre service d'authentification et d'autorisation. C'est un service qui part du principe qu'on a
En fait, d'implémenter votre propre système d'autorisation et d'authentification, c'est assez compliqué en réalité. D'ailleurs, on va un peu en parler. Par exemple, si vous vouliez créer votre propre système d'enregistrement d'utilisateurs. Donc il faut tout d'abord que vous ayez, par exemple, rien qu'au niveau de l'interface, donc un petit formulaire qui demande l'email et le password, etc. Et si vous regardez si l'utilisateur est déjà connecté, oui ou non, et vous bypassez cet écran ou non. Ensuite, il faut un petit écran pour créer un compte en donnant plus de détails, par exemple l'email, le nom, etc. Il faut aussi donner une fonctionnalité pour qu'il update ces champs-là. Ensuite, il faut donc une petite fonctionnalité au cas où il ait oublié son mot de passe. Ça, c'est assez classique. Donc ça rajoute un peu de la complexité, etc. Et si on commence à rajouter donc des comptes multiples, c'est-à-dire pouvoir se loguer avec email et password, mais aussi avec Google, Facebook, etc., là, ça devient beaucoup plus compliqué. Enfin, on a vraiment des flows qui commencent à être assez complexes. Par exemple, rien que pour en donner un, il faut pouvoir lier les comptes. Si quelqu'un essaie de se connecter avec Google, avec le même email, avec un certain email et qu'ensuite il essaie avec Facebook, qu'on détecte qu'il y a déjà un compte avec cet email-là, on pose une question. Normalement, si vous voulez faire les choses très bien, vous dites vous avez déjà un compte avec Google, voulez-vous lier vos deux comptes, liez-vous avec, enfin, tu vois, demander à l'utilisateur de se connecter avec Google, etc. Donc il y a quand même des flows assez complexes à gérer. Et en fait, c'est bien plus compliqué qu'on peut le croire en première instance. D'ailleurs, on a fait ça pour vous parce qu'on a un service qui le fait. Et on estime à peu près que voilà, pour vraiment bien faire les choses, rien que pour le web, c'est à peu près 8000 lignes de code. Et donc voilà, si vous implémentez ça pour les 3 plateformes majeures, ça fait pas mal de travail. Et il y a tout ce qui est sécurité côté serveur, donc bien hacher les mots de passe, etc. Donc c'est pas mal de travail et même il faut des connaissances assez poussées parfois. Donc c'est là qu'on a... Voilà, ça c'est un peu le flow final tel qu'on l'a défini. Si on supporte pas mal de... si on supporte par exemple nous, on supporte les 4 identity providers qui sont Google, Facebook, GitHub et Twitter, et username et password et anonymous account, donc enfin un compte anonyme. Donc c'est un peu le flow. Ça c'est le flow au final si vous voulez vraiment suivre tout ce qui est best practices et coder vraiment un système d'authentification qui est vraiment exhaustif. Donc nous, enfin, ce qu'on propose dans Firebase, on a une petite librairie qui s'appelle Firebase UI, qui est un peu une interface d'authentification et d'autorisation qui a été créée pour vous, que vous pouvez utiliser, qui est personnalisable. Donc vous pouvez modifier bien sûr la CSS, etc., pour que ça s'intègre parfaitement à votre application. Et qui est uniforme au travers de nos plateformes. Donc on a développé ça pour Android, pour iOS et aussi pour le web. Et donc comme je l'ai mentionné juste avant, c'est les comptes, le type de compte qu'on supporte, donc Google, Facebook, Twitter et GitHub, et aussi donc les très simples, si vous voulez juste proposer aux gens de créer des comptes avec leur email et un mot de passe, c'est possible. Et on gère aussi les comptes anonymes, donc qui intervient plutôt ici un petit peu comme une session, quoi. Donc quelqu'un arrive sur votre site web, par exemple, si c'est un site web pour acheter donc un store. Pardon, des fois j'ai du mal avec le français, un magasin online, vous voulez permettre, j'arrive pas, en ligne, un magasin en ligne, vous voulez permettre à vos utilisateurs, par exemple, d'ajouter déjà, sans avoir à créer de compte à la base, donc de rajouter des objets dans leur panier. Vous pourrez le faire avec un compte anonyme et ensuite upgrader leur compte à un compte avec, par exemple, un mot de passe et un email, ce genre de choses. Upgrader, bon... Enfin, vous comprenez tous l'anglais, j'imagine, parce que quand on est développeur et qu'on ne comprend pas l'anglais, j'imagine que c'est pas facile tous les jours. Et voilà, donc on gère tout ce qui est... tous ces comptes d'une manière unifiée, donc à la fin, ça vous donne un compte, quel que soit le type d'authentification ou de sign-in que vous utilisez. On vous donne voilà, un token ID, enfin... Et tout ça, c'est un petit peu, ça vous donne un compte unifié Firebase qui est assez pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu de code. Donc, comment dans votre application vous pouvez utiliser Firebase Authentification. Ah oui, et juste pour revenir à ça, donc je vous ai parlé de toutes ces
tous ces services qu'on offre chez Firebase, donc voilà, la base de données en temps réel, un système de stockage, d'hébergement, d'authentification, tous ces systèmes peuvent être plus ou moins utilisés de manière indépendante. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser le système d'authentification de manière, et que ça, sans utiliser les autres produits Firebase. D'ailleurs, c'était à la base un produit qui s'appelait, comme je l'ai mentionné au tout début, qui s'appelait Google Identity Toolkit, qui était vraiment quelque chose de parfaitement séparé et qui a été rebrandé, en français, rebrandé. Quelqu'un a une idée de comment on dit ça en français? Bon, vous comprenez tous. Alors, un peu de code. C'est ça qu'on veut voir un petit peu. Très simplement, on peut lister ici les providers qu'on veut supporter. Donc il y en a plus que ça, mais là, par exemple, disons que je veux seulement avoir Google, Facebook et email dans mon interface. Et ensuite, c'est quelques lignes d'initialisation. Et voilà ce que ça va nous donner. Je vais vous montrer une petite démo après. Ça, c'est l'interface qu'on peut injecter dans votre site web si elle est s'il a été non customisé par CSS par exemple, c'est à ça qu'il ressemble. Je vais vous montrer sur mon site web, sur mon petit Instagram, dans FriendlyPix, à quoi ça ressemble, à quoi ça peut ressembler quand on fait un peu de customisation. Et là, juste pour vous montrer quel est autour un peu quelques genres d'autres parties du flow d'authentification qui peuvent vous être présentées. Ensuite, ça c'était uniquement pour présenter la partie interface utilisateur, et ensuite dans le code de votre application, sur votre client, il faut aussi que vous rajoutiez ce petit listener qui va en fait être lancé, être triggered à chaque fois que votre utilisateur change. Donc à chaque sign out, voilà, la fonction ici, le callback est exécuté. Et on vous passe l'utilisateur ou non. Donc c'est assez simple. Ça, c'est tout ce qu'il vous faut pour plus ou moins pour suivre un peu, pour connaître l'état de votre utilisateur, savoir s'il est dans votre enregistré ou par exemple sign in ou sign out. Et pour qu'un utilisateur puisse sign out aussi, il y a une petite fonction, c'est juste une ligne, Firebase Auth Sign Out, vous rajoutez ça à un bouton dans le callback d'un bouton, et c'est tout ce qu'il vous faut. Donc une petite démo, je vais juste vous montrer ce que ça donne sur FriendlyPix. Ah, il y a des gens qui utilisent en ce moment. Ouais. Donc c'est bien, vous restez dessus, comme ça à la fin vous allez pouvoir m'aider pour les dernières démos. Donc je vais me sortir de FriendlyPix, me sign out. Pardon, j'arrive vraiment pas parfois en français, donc j'ai juste parlé avec des mots d'anglais. Et comme vous avez vu au travers de différents tabs, l'état est maintenu, donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Et si je veux sign in, là, par exemple, on a Firebase UI qui est intégré au design de mon application. Et juste pour vous montrer un peu le différents types de flows qu'on gère en live. Voilà, par exemple, je me suis déjà authentifié avec Google auparavant. Maintenant, je veux tenter Facebook. Alors, oui, je reviens. Et en fait, il détecte, par exemple, il dit, voilà, j'ai déjà un compte avec cet email. Il faut, si vous voulez lier vos comptes, il faut maintenant se signer avec Google. Je vais me signer avec Google, mais avec un autre compte. Je vais faire exprès d'utiliser un compte qui n'est pas le même. Et là, ils me disent, maintenant, vous deviez vous sign in avec ce compte-là, vous êtes avec un autre compte, est-ce que vous voulez continuer quand même, etc. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer que ce sont des flows que vous allez devoir, si vous voulez développer votre propre système d'authentification, vous allez devoir gérer tous ces sous-flows un petit peu, ces sous-états qui peuvent être quand même assez compliqués à gérer. Hop. On revient à la présentation. Voilà. Et donc, ouais, juste pour vous montrer aussi que une fois que votre utilisateur est enregistré, est sign in dans votre application, vous allez pouvoir accéder au profil de cet utilisateur. Donc, bien sûr, vous pouvez accéder à son nom, par exemple, dans le petit code que je vous ai montré avant, où on écrivait un commentaire dans la base de données. Maintenant, au lieu d'écrire le nom en dur, on peut simplement utiliser user.displayname.
et avoir le nom complet de l'utilisateur. On peut aussi bien sûr avoir sa photo de profil, etc., d'autres informations. Et aussi, très important, on a un identifiant unique, donc un numéro qui un peu identifie votre utilisateur. Et ça on va pouvoir l'utiliser dans les règles de Firebase. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, dans ces règles, de faire de l'autorisation, c'est-à-dire de la gestion d'autorisation, qui a le droit d'écrire où. Par exemple, ici, avant, on autorisait seulement à créer des nouveaux commentaires. Maintenant, on va pouvoir autoriser l'édition, enfin le changement d'un commentaire. Il suffit qu'on regarde si l'identifiant de l'utilisateur qui est enregistré en ce moment est le même que celui qui est dans la base, qui a été écrit. Et la validation, on fait en sorte aussi que ce qu'on écrit, c'est vraiment l'identifiant de l'utilisateur. Donc ça permet vraiment de bloquer, de faire en sorte que uniquement les utilisateurs qui rajoutent le commentaire vont pouvoir le modifier, donc en rajoutant ces quelques lignes. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, juste quelques mots sur Firebase Storage, qui est notre autre service. Là, c'est un service de stockage de fichiers, donc c'est pas du temps réel, c'est uniquement du stockage de fichiers. C'est en fait un peu ce qu'on appelle une surcouche, ou plutôt une implémentation de Firebase de Google Cloud Storage. Donc Google Cloud Storage, c'est un des services de Google Cloud qui permet l'enregistrement de fichiers, mais qui lui n'est pas serverless, que vous pourriez utiliser depuis un serveur, voilà, en gérant vous-même les droits d'accès. Vous pourriez utiliser Google Cloud Storage pour enregistrer vos fichiers. Au travers de Firebase, vous allez pouvoir faire ça directement depuis votre client, donc pareil en utilisant des règles, comme je vous l'ai montré pour la Real-Time Database, et donc depuis votre client directement enregistrer votre fichier dans Google Cloud Storage de manière un peu authentifiée, avec des règles d'autorisation que vous pouvez écrire vous-même, etc. Donc oui, c'était quelques slides pour vous expliquer voilà, que ça c'est... En fait, ça enregistre vos photos dans Google Cloud Storage. Bien sûr, ça gère tout ce qui est autorisation, authentification. Sur mobile et aussi sur web, de manière un peu plus limitée, on peut vraiment gérer le mauvais signal, c'est-à-dire reprendre un téléchargement. Donc il y a tout ce qui est... on gère tout ce qui est resumable upload. Voilà. Et bien sûr, le SDK vous permet de savoir quand vraiment le fichier est fini et de faire en sorte que tout ça se termine. Alors au niveau du code, c'est assez simple aussi. Pareil, un petit peu comme la base de données, vous créez une référence, c'est-à-dire c'est un peu voilà, le dossier dans lequel, ou plutôt le dossier, le nom de fichier, le path, le chemin de votre fichier dans Google Cloud Storage, dans le bucket Google Cloud Storage qu'utilise Firebase. Et vous avez quelques méthodes données si vous voulez en rajouter. Il y a un content type, évidemment. Et voilà, ce que vous avez à faire, c'est ça. Fireref.put, vous passez votre objet fichier qui vient par exemple d'un file picker, enfin d'un sélecteur de fichiers d'un formulaire web. Et c'est tout. Ça va uploader votre fichier, il va être en ligne. Tout ça, c'est intégré à Firebase Authentification. Donc, si vous voulez pouvoir gérer un petit peu les droits d'accès, c'est très simple. C'est au travers d'un fichier de règles, un peu comme la base de données en temps réel. Donc, petite démo encore. Il y en a qui ont déjà fait leur propre démo sur FriendlyPix. Hop. Donc, deux autres. Là, je vais par exemple uploader ce fichier, juste pour vous montrer. Bien sûr, ça n'upload pas que le fichier, ça crée aussi une petite entrée dans la base de données en temps réel. Mais juste pour vous montrer que ça l'enregistre je l'avais déjà fait ce matin aussi. Mais voilà, ça a vraiment simplement uploadé un fichier, cette image, dans Firebase Storage. Tout ça sans passer par aucun serveur. Donc cette application n'utilise absolument aucun serveur. Ce ne sont que des services Firebase et Google Cloud Storage pour quelques démos à la fin. Maxime, well done. Voilà. Hop. Allez, on continue. Firebase Hosting, là, juste pour vous montrer en quelques secondes, c'est notre système, notre service d'hébergement en quelque sorte. Donc c'est un système d'hébergement, donc simplement de fichiers statiques. Il est entièrement gratuit, je crois bien. Ce qui est vraiment super aussi, c'est que ça gère vos propres noms de domaine. Donc ici, ça c'est hébergé sur Firebase Hosting. Donc quand vous achetez un nom de domaine, par exemple moi j'ai acheté friendlypix.com,
Vous savez, vous vérifiez que vous êtes bien le détenteur du nom de domaine et automatiquement et de manière gratuite, non pas gratuite, je crois, attends, c'est 10 francs? Non, je sais plus. Bref, vérifiez vous-même. Vérifiez vous-même, mais non, c'est bien gratuit. On va créer votre certificat SSL automatiquement. Franchement, c'était presque magique. Enfin, pour avoir sur certains autres hébergeurs dû intégrer, enfin rajouter les certificats SSL, c'est pas toujours quelque chose qui est très simple à faire. Là, c'était vraiment super, quoi. On appuie, il y a un petit temps d'attente et hop, on a notre propre nom de domaine avec nos fichiers sont dessus, HTTPS, etc. Donc c'est génial. Alors, maintenant un peu la dernière partie de la présentation, qui est sur Google Cloud Functions. Comme je l'ai expliqué au tout départ de la présentation, au tout début, Google Cloud Functions, c'est ce qu'on appelle un Functions as a Service. Donc, c'est un petit peu plus puissant qu'un Backend as a Service. Là, c'est vraiment un système de microservices événementiels, on va dire. Je vais expliquer un peu ce que c'est que ce terme. Mais ça vous permet d'uploader donc juste une fonction. Vous n'allez pas créer tout un service web avec le routing le routage de vos requêtes, etc. Simplement un code qui va être associé, par exemple, soit à une URL, si vous voulez choisir de pouvoir exécuter votre code grâce à une requête HTTP. Donc c'est un événement, c'est une requête HTTP. Mais de manière un peu plus intéressante, par exemple, on peut aussi exécuter ce code sur des événements basés sur des événements qui apparaissent dans la suite Google Cloud. Donc par exemple, il y a une intégration avec Google Cloud Storage. Donc dès on peut régler sa fonction pour que dès qu'un fichier a été uploadé dans Google Cloud Storage, on va appliquer une petite fonction qui va donc tourner côté serveur. Et par exemple, vous pouvez manipuler vos images, etc. Donc j'ai vu quelques petites démos sympas après. Et il y a aussi un troisième type qui est aussi événementiel, on peut lier une de vos fonctions, vous pouvez lier à un événement Cloud PubSub. Donc l'enregistrer sur un topic Cloud PubSub et aussi l'exécuter de cette manière. Donc là, il y a une petite démo que j'ai fait, c'est par exemple, on va revenir à Friendlypics. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un essaie d'uploader une image adulte ou trop violente? Il faut quand même qu'on puisse régler ça. Donc il y a une super API qui est offerte par Google Cloud qui s'appelle l'API Cloud Vision. Donc l'API Cloud Vision, elle vous donne des informations sur les images. C'est très 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 simple à utiliser, c'est vraiment génial. Ça peut par exemple détecter les visages, ça peut vous permettre de savoir ce qu'il y a dans la photo. Donc par exemple, si vous uploadez une image de dauphin, ça vous dira c'est un dauphin à 95% de chance, ce genre de choses. Ça peut aussi vous dire s'il pense que le contenu est adulte ou violent ou d'autres types d'images que vous pourriez ne pas avoir envie d'héberger sur votre système. Donc, juste pour vous montrer, j'ai créé une petite Cloud Function qui, de manière très simple, est exécutée dès qu'on enregistre un fichier et qui va essayer d'utiliser la Cloud Vision API pour savoir s'il y a du contenu violent ou adulte. Et auquel cas, je vérifie que les gens ne sont pas en train de poster des photos comme ça, juste parce que j'en parle, et auquel cas, flouter les images en réalité. Donc j'ai une petite démo, parce que bon, j'ai une démo, mais j'ai quand même... voilà, alors ça, c'est quand même détecté en contenu adulte. Alors, hop. Et voilà, donc vous avez vu, pendant une seconde ou deux, la photo était quand même restée là, le temps que la Cloud Function tourne derrière, utilise la Image Vision API et utilise ImageMagick qui est disponible sur toutes les instances Firebase Google Cloud Function et floute l'image avec Google Cloud Magic. ImageMagick, pardon. Donc voilà, c'était quand même assez simple parce que tout est un peu réglé pour nous. Chaque partie qui est un peu compliquée, ce qui pourrait être dur, ne l'est plus, c'est-à-dire... voilà, c'est très simple je vais vous montrer un peu le code, il y en a qui testent un petit peu. Le code est un peu comment ça fonctionne derrière, mais c'était super simple à développer. Là, maintenant, c'est un petit peu
Si on en revient à l'application 3 tiers du départ, c'est-à-dire où normalement vous accédez à votre propre serveur web et qui derrière accède à vos bases de données, dans le monde de Firebase, ça va être un petit peu inversé, puisqu'on voit que votre application va directement écrire sur Google Cloud Storage depuis le client, et que là, on va exécuter du code à la demande, donc de manière événementielle, grâce par exemple à Google Cloud Functions. C'est un peu le moyen de faire qu'on appelle serverless, quoi. Donc pour tout ce qui est côté serveur, c'est-à-dire quand vous utilisez des functions as a service, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Juste pour vous montrer le code. Une Google Cloud Functions, pour l'instant, supporte uniquement Node.js. Donc, il faut que vous créiez un peu votre propre petit projet Node. Qui a déjà utilisé Node dans la salle? Ok. Qui n'utilise jamais Node? Je ne connais même pas se demande de quoi je parle. Okay. Bon, pas tant que ça. Donc, voilà, c'est un peu le JavaScript côté serveur Node pour vous. C'est vraiment super sympa, super simple à développer. D'ailleurs, je vois que la plupart des gens utilisent ça maintenant. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous créez votre projet Node avec le package.json qui contient vos dépendances, dependencies, enfin, donc dependencies en français, dépendances. Par exemple ici, voilà, j'ai besoin de Google Cloud Storage, de Vision API, ImageMagick, qui est simplement un wrapper autour de la ligne de la CLI, de la Command Line Interface de ImageMagick. Enfin, vous me comprenez, j'imagine. Et voilà, quelques autres petites utilitaires pour créer le dossier, parce que je vais d'abord télécharger l'image. Il faut télécharger l'image qui est sur Google Cloud Storage en local pour pouvoir faire tourner ImageMagick dessus. Et je crée un petit dossier avant avec ça. Ensuite, voilà, bon, le Node classique. J'importe toutes mes dépendances. Et là, voilà, ça c'est le code de la fonction qui est exécutée sur des événements Google Cloud Storage. Vous avez simplement besoin d'exporter une fonction comme ça, une fonction Node. Par exemple, ici, je lance l'API. Je lance l'API Google Cloud Vision API, et c'est vraiment super simple parce que c'est aussi intégré avec Google Cloud Storage, donc j'ai besoin simplement de faire une référence à mon fichier, voilà, on fait comme ça dans une Google Cloud Function, et voilà, simplement detect safe search, et ça va m'imprimer des données, des données, ça va me dire si c'est adulte avec un simple booléen, true or false, ou si c'est violent, et je regarde ça comme ça, et voilà. Et si c'est violent ou adulte, je ne vais pas vous montrer le code, ça c'est ImageMagick, c'est vraiment quelque chose d'assez que vous pouvez trouver en ligne de manière assez simple. En utilisant ImageMagick, je vais flouter l'image. Voilà. Et pour déployer votre application, alors je vais vous montrer aussi rapidement si on a le temps, quelle heure il est. Bon, on n'a pas énormément de temps, mais je vais essayer de faire vite. Ça c'est pour déployer votre Cloud Function. Vous dites un peu le bucket, donc ça c'est le bucket, c'est-à-dire un peu le bucket, c'est là où vont vos fichiers, et Firebase Function utilise un certain bucket. Firebase Storage utilise un certain bucket que vous pouvez trouver dans l'interface de Firebase. Alors vite, démo. Je vais vous montrer une autre démo avant, parce qu'en fait je suis un peu à la bourre, donc on va essayer d'aller vite. Il y a une dernière intégration Firebase dont que je vous ai pas encore parlé, c'est Firebase Notifications, qui permet de recevoir des notifications. Donc ce que je vais faire, non, ça ne n'est pas détecté en contenu adulte. Je vais aller dans mon compte. Alors j'ai codé ça complètement à l'arrache, j'ai fini à 2h du mat, alors j'espère que ça va marcher. Hier, voilà, donc j'ai intégré le système de notification j'ai fait une petite intégration dans mon appli FriendlyPix avec Google Cloud Function, et normalement je devrais recevoir une notification si vous me followez. Donc il faut pardon, si vous me suivez, comment on dit en français? Follower, j'en sais rien. Vous devenez mon follower. Il suffit que vous descendiez, vous trouvez mon image, vous allez cliquer sur mon nom comme ça. S'il pouvait y avoir quelques-uns qui le font, voilà, là par exemple je reçois une petite notification, Nicolas Pennec is now following you. S'il pouvait y en avoir d'autres qui le font, parce que je vais fermer les images. Alors quand Firebase Notifications, quand ça réagit différemment selon qu'on ait l'application déjà ouverte devant nous
ou pas. Donc quand le tab n'est pas ouvert devant nous, normalement, on reçoit une vraie notification Chrome qui devrait arriver en haut à droite. Donc, si quelqu'un pouvait me suivre, ça devrait aussi marcher, vu que j'ai vu que ça marche maintenant. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux avoir un autre follower, s'il vous plaît? Je vais attendre. Bon, tant pis, personne ne veut me follower, me suivre. Bon, je le ferai bien avec un autre compte à moi, mais pour vous remontrer, mais je n'ai pas le temps. Donc on reçoit une notification qui apparaît en haut à droite. Peut-être que comme je suis en plein écran, je ne sais pas si ça marche vraiment très bien. Mais bon, il faudra que vous me croyiez sur parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous avez vu que ça marchait à l'intérieur de l'application. Donc ça utilisait... ce qui est bien avec Firebase Notifications, c'est que vous recevez... tout est vraiment intégré pour vous. C'est vraiment quelques lignes de code. C'est vraiment très très simple. Si on avait eu le temps, j'allais vous montrer ici. Mais par exemple, pour demander la permission, c'est voilà, un accès comme ça. Par exemple, vous avez un on-message callback qui vous l'enregistrez. Si vous voulez recevoir les notifications de manière différente quand votre tab est ouvert en face de vous, plutôt que de recevoir un pop-up, vous pouvez le faire au travers d'un callback comme ça. Et ça vous permet de gérer la notification en local plutôt que d'avoir le vrai pop-up quand le focus est sur le tab. Bon. Ah voilà, ils étaient là en fait. C'est quand on est en plein écran, ça, voilà. Donc voici les notifications à quoi elles ressemblent. Et ça utilise, je le trigger avec une petite Cloud Function HTTP. Ah bah en fait, voilà, ça marche bien. J'ai plein de followers. Je vais tous vous spammer après. Ok, cool. Ça marche en tout cas. Donc petit wrap-up, on va dire. Regardez tout ça, c'est vraiment super. Google Cloud Function, pour l'instant, c'est une close bêta, il faut s'inscrire. Bon, faites-le quoi, pour avoir accès si ça vous intéresse. On finit toujours on rajoute les gens au fur et à mesure comme ça, mais pas vraiment au compte-gouttes. Hein, vous allez finir par avoir accès. C'est vraiment super. Vous allez voir, par exemple, vous pouvez voir tous les logs de votre fonction sont en ligne avec une interface sympa à utiliser. C'est vraiment génial, quoi. Honnêtement, ça j'adore. Pareil, et tester le nouveau Firebase si vous avez essayé que l'ancien. Il y a vraiment eu énormément d'ajouts. Il y a plein d'autres services duquel je n'ai pas parlé, hein, tout ce qui est là. Pas mal qui sont plutôt pour mobile, donc il y en a qui sont que sur Android et iOS. Mais je vous laisse regarder. Comme là, je voulais plutôt vous présenter nos offres qui sont plutôt back-end et qui marchent un peu partout pour faire du serverless. Mais il y a plein d'autres choses. Voilà, on est vraiment limite en temps. Merci, on a quelques minutes pour les questions. Alors, si vous avez quelques questions, 5 minutes. Allez-y. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ouais. Moi, je ne connais pas du tout Firebase, mais ouais. Si j'ai bien compris, une grosse partie du code que tu nous as montré, là, s'exécutait côté navigateur. Hein. Ouais. J'ai bien pigé. Exactement, alors j'ai une petite inquiétude, je suis plutôt positionné moi, sur la sécurité applicative. Ça veut dire que s'il y a une faille XSS dans le navigateur, là concrètement, j'attaque comme je veux la base de données? Pas comme vous voulez exactement, c'est-à-dire plutôt, bien sûr, vous pourrez faire ce que l'utilisateur peut faire. Donc au travers les règles Firebase, donc les rules que j'ai montré un moment, ça tourne pas côté navigateur, c'est vraiment quelque chose qu'on upload côté serveur, on a notre propre middleware. Oui, et là, en utilisant ça, on peut vraiment un peu tout bloquer. Là, j'ai montré quelque chose de très simple, mais on peut vraiment bloquer pour que l'utilisateur en lui-même a vraiment accès juste à certains champs et limiter tout ça, il faut vraiment le faire quoi, pour avoir quelque chose de Parce qu'en temps habituel, une faille XSS ne te permet pas d'attaquer directement la base de données. Là, on peut le faire vraiment de façon très directe, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être assez exhaustif dans les règles de sécurité. Peut-être c'est pas uniquement voilà, comme on va le faire sur une base de données, c'est-à-dire dire oh, je veux juste 100 caractères ici. Il faut peut-être aller un peu plus loin, dire 100 caractères, et je veux aussi bloquer qu'il n'y ait vraiment pas d'autres champs qui puissent être ajoutés. Faire ça vraiment au max qu'on puisse, parce que c'est vrai quoi, que sinon l'utilisateur va vraiment avoir accès à tout ce qui n'est pas protégé par vos règles. Donc faire un petit effort sur ce côté-là. Ouais, merci. Juste pour rebondir, l'UID de l'utilisateur, il
il est unique à chaque fois qu'on se connecte ou... Non, il est unique à l'utilisateur. Donc, quand il se connecte, en fait, il est lié à l'utilisation de... C'est l'intégration avec Firebase Authentification. Il est vraiment unique à votre... D'ailleurs, je peux vous montrer juste rapidement, par exemple. Là, par exemple, j'avais le dashboard de Google Auth. On voit tous les utilisateurs. Donc, en fait, il y a un peu la clé aussi, c'est l'email. Mais parfois, il n'y a pas d'email. Donc, par exemple, si vous utilisez un compte, certains comptes GitHub, on peut ne pas partager l'email. Là, on va vous authentifier quand vous vous loguez avec GitHub. On va vous authentifier avec l'ID de GitHub. Mais ça, derrière, il y a un compte Firebase et c'est toujours le même. Donc, à chaque fois que l'utilisateur se relog avec son compte GitHub, il aura le même ID Firebase. Et voilà, il peut merger un autre compte Google dessus ou rajouter un email, etc. Mais non, ouais. Donc c'est vraiment unique à Firebase au compte, par contre. Et il n'y a que pour ce qui est compte anonyme, Anonymous, là, il y a quand même une persistance au niveau du navigateur, c'est-à-dire s'il utilise le même navigateur, se relog, il aura la même session anonyme qui sera toujours là, qui va être authentifié dessus, à moins que vous, en tant que développeur, vous réappeliez Create Anonymous Session. Et non, mais ça permet donc de gérer les choses, même quand l'utilisateur part du navigateur, revient dessus. Même pour un compte anonyme, on a quand même l'UID qui va au moins rester tant qu'il utilise le même navigateur. Ouais, la même session. Ouais. D'autres questions? Devant. Bonjour. Bonjour. On n'a pas du tout abordé l'aspect console aujourd'hui d'API. Ouais. J'avais une question, je suis développeur Android et je voulais savoir si l'ancienne console d'API avec tous les services qu'offrent les API Google devait être migrée sur Firebase ou si les deux allaient coexister encore longtemps. Vous parlez de l'ancienne console de Firebase avant... Non, je parle de la console Google API. Ok, la console, ouais, la Cloud Console ou la API Console, enfin, elle a eu plein de noms. C'est qui permet de récupérer les clés d'API pour exploiter toutes les API de Google. Non, alors les deux vont vraiment vivre en parallèle. Donc là, par exemple, sur le même projet, voici la console Firebase. Firebase, c'est un petit peu, on a un peu notre propre vision du SDK, c'est-à-dire on veut quelque chose de plus simplifié, de plus simple. C'est vraiment fait pour le serverless avec l'accès directement client. Mais il n'y a pas du tout le plan, c'est pas du tout de merger les deux. Enfin, merger les deux, je sais pas, mais c'est pas du tout de se débarrasser, par exemple, de la Cloud Console. C'est vraiment d'avoir les deux qui coexistent en parallèle. Et les deux donc partagent les mêmes données. Hein. Donc, si on va dans Storage, c'est là où par exemple, c'est Firebase Storage. On voit tous les dossiers, tous les fichiers qui ont été uploadés. Mais voilà, si on utilise la console Cloud, Google Cloud, là aussi on va avoir tous nos buckets. Là, et c'est la même chose, c'est les mêmes données qui sont partagées, donc vraiment les deux vont coexister en même temps. Ouais. Ça répond à ta question ou en partie, parce qu'en fait, j'ai dû migrer, on va dire, une application, un projet sur Firebase pour utiliser des fonctionnalités de Firebase. Ouais. Et tout ce qui était partie de notification dans l'appli mobile, ça a été migré et c'est plus réversible pour revenir sur l'ancienne API. Oui, c'est-à-dire c'était un projet Google Cloud qui avait été créé avant Firebase. Exactement. Là, je suis pas... Non, je connais pas les détails de ça, par contre. Faudra... Je chercherai. Merci. Ouais, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Premier rang. Ça va peut-être être une des dernières. J'ai juste une petite question par rapport au trigger entre Firebase et Google Cloud Function. Comment ça se passe? Tu veux dire... Tu parles de quel genre de trigger en particulier? Par exemple, comment on lui précise à Firebase, enfin à Google Cloud Function, d'exécuter la fonction pour flouter la photo à chaque fois qu'il va y avoir un upload? Ouais, ça, alors, par exemple, si on en revient juste, je crois que j'avais ça juste dans ce slide-là, mais j'ai été très vite, et je peux vous montrer la console après. C'est au moment du déploiement
au moment du déploiement de la Google Cloud Function, c'est là qu'on va dire, en réalité, quand on utilise cette commande, c'est ça que ça fait. Ça a créé un trigger sur ce bucket-là. Ça, c'est le bucket, c'est un peu la base de données de fichiers. Donc elle a ce nom-là, et donc à chaque fois qu'un fichier va être uploadé sur cette bucket, après avoir exécuté cette commande, c'est ça qui crée un peu le trigger dessus. Il n'y a pas moyen de plus affiné pour l'instant. Votre fonction va trigger sur n'importe quelle image qui va être uploadée dans cette bucket. Et je peux juste te montrer super rapidement Cloud Function ici. Ça c'est le tab Cloud Functions dans... Attends, est-ce que vous voulez que je zoome un peu? Hop. Donc on peut voir, ça c'est la fonction justement qui Blur Offensive qui floute les images. On voit le trigger, c'est ce bucket-là. Donc à chaque fois qu'un fichier va être uploadé dans ce bucket-là, ça va directement lancer la fonction. Il y a moyen de manuellement modifier tout ça. Où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est quand on fait edit. On peut aussi modifier tout ça, mais on peut aussi créer les fonctions directement à la main au travers de la console, plutôt que de passer par la ligne de commande, et de régler tout ça à la main. Mais voilà, on spécifie le bucket, on upload le code, et en gros, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et au niveau de... Je vais juste montrer, tant qu'on est là, les logs, parce que c'est intéressant, et je crois qu'après, on a fini. Voilà, ça c'est super simple pour avoir les logs en ligne, parce qu'il suffit simplement d'utiliser console.log dans votre code Node, et tous ces logs-là vont simplement être rajoutés ici. Donc on peut voir un peu tout ce que je log. Voilà, ça c'est pour créer envoyer des nouvelles notifications. Donc, vous voyez, already sent notification. Donc vous pouvez pas, si vous voulez essayer de me suivre deux fois, comme je garde ça en mémoire, vous pouvez pas on vous envoie la notification qu'une seule fois, pardon. Etc. Donc c'est très très simple à utiliser, et ça c'est vraiment super sympa d'avoir les logs en ligne comme ça. Il y a aussi une intégration avec, si vous voulez aller plus loin avec ce qu'on appelle Stackdriver. Ça vous permet donc d'uploader votre code dans Stackdriver et de créer un peu des points de log pour pas avoir à redéployer votre code à chaque fois avec des nouveaux logs si jamais quelque chose va mal. Ça vous permet d'avoir une stack trace à certains points donnés de manière un peu live, quoi, en production, donc ce qui est vraiment super sympa. Ouais, voilà, on a dépassé le temps, donc merci beaucoup et bonne conférence. Merci.